bien avec moi pour cette table ronde donc 5 entreprises. Neovision, je vous laisse entrer sur scène. Donc Neovision, l'entreprise Penacasté, l'entreprise Xarian, Fullspeed Automation et il y avait Louis Moulin, mais je ne sais pas. Il faut publier, on a un problème de prévision. Ok, problème de prévision pour Louis Moulin. Je suis électrique aussi, et j'ai été directeur d'un site industriel d'une centaine de personnes il y a quelques années. J'ai fait pas mal d'approvisionnement chez Bombardier Alstom et on a créé avec 5 cofondateurs la société Komuji en 2020. La particularité de cette entreprise, c'est qu'on est 4 fondateurs, on a tous un passé industriel, et une 5e qui est plutôt une data scientist, puisqu'elle a fait un lot passé chez DeepMind, qui est la filiale d'intelligence artificielle de Google. Et l'idée, ça a été de recréer tous les outils qui nous manquaient dans notre pilotage quotidien de l'industrie. Et on aurait dû avoir aujourd'hui Louis Moulin, qui est un de nos partenaires, qui est un de nos tout premiers clients, et qui est en plein déménagement de son site et qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Il y a eu quelques aléas qu'on n'a pas pu prévoir. Bonjour tout le monde. Moi je suis Mathieu Poissard, je suis directeur marketing de Neovision, une société de conseil et d'ingénierie en intelligence artificielle. Et donc on crée des solutions d'IA sur mesure pour nos clients et on accompagne notamment pas mal d'entreprises industrielles. Donc moi je parlerai vraiment sur l'aspect IA et avec un petit retour d'expérience aussi avec Sylvain avec qui on a travaillé. Bonjour à tous, donc je suis Sylvain Duisy, je suis le directeur technique innovation de Pelin-Casté. Donc Pelin-Casté c'est une PME ETI maintenant depuis cette année, basée dans le sud de la France, au nord d'Aix-en-Provence. On conçoit et on développe des machines de tri pour le monde du recyclage. Donc on développe nos machines et ensuite on vient les installer dans les centres de tri, le centre de tri des déchets. Voilà, et donc on a des technologies qui existent depuis de nombreuses années maintenant. Et puis on se rend compte que ces technologies, sans arriver au bout, ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire grâce à l'intelligence artificielle. Donc on se fait accompagner aujourd'hui par Neovision sur nos projets d'intelligence artificielle, surtout orientés sur toute la partie temps réel, puisqu'on a des contraintes temps réel qui sont relativement élevées. Et donc c'est tout l'enjeu est de pouvoir combiner les différentes technologies pour prendre des décisions et pour améliorer la performance des centres de tri et pour aller plus loin tout simplement dans le recyclage et dans l'économie circulaire. Voilà. J'arrive pour ça. Bonjour, Frédéric Hublot, moi je suis responsable de développement de Fullspeed Automation. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir peut-être après. Comme mes chers camarades, je pense que avant de rejoindre Fullspeed Automation, j'ai d'abord eu un passé de 20 ans dans l'industrie et dans le conseil en organisation industrielle et notamment j'ai travaillé sur une problématique d'actualité qui était le développement des nouvelles technologies batteries pour voitures électriques. Donc, c'est là où on intègre tous les sujets technologiques au travers du développement d'un nouveau produit. Donc ça pendant 20 ans et mes 15 dernières années, j'ai dirigé des écoles d'ingénieurs et donc je pense que c'est intéressant de voir aussi cet aspect, on parlait tout à l'heure d'aspect talent, d'aspect humain et de se dire voilà comment on peut matcher les aspects technologie avec des aspects humains pour faire réussir des projets. Merci à tous. Alors la manière dont on a conçu cette table ronde pour vous, c'est de se concentrer sur des retours d'expérience, des cas d'usage concrets, vous aider à vous projeter. On espère d'ailleurs que les discussions, que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, pour que vous puissiez vous faire aussi votre propre opinion sur ces sujets complexes et comment ils s'adaptent à votre structure. Dans un premier temps, donc pour remettre les pieds sur terre de tout le monde, est-ce que vous pourriez prendre chacun 5 minutes pour présenter les projets que vous mettez en avant aujourd'hui ? Oui, donc moi je présente un projet qu'on a fait avec l'entreprise Louis Moulin. Alors c'est un dinosaure de l'industrie française, c'est une PME d'une trentaine de personnes qui est basée dans la banlieue de Lyon et qui fait du matériel de jardin, des pots de fleurs, des arches de jardin. C'est le dernier fabricant en Europe de ce genre de produit, qui a décidé de déménager. Ils sont en plein déménagement de leur site de production actuellement et de faire l'usine verte du futur dans ce nouveau site. Donc ils ont des produits qui sont un catalogue de produits qui n'a pas changé depuis 1963, donc c'est assez unique dans l'industrie. Les machines n'ont pas changé et là ils se lancent dans un nouveau projet, c'est-à-dire rendre leur usine du futur est verte, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des peintures écologiques, ils vont recycler toute la chaleur des fours de peinture pour chauffer l'usine. Ils ont mis 100% de panneaux solaires sur le toit pour utiliser au maximum des énergies renouvelables dans l'usine. Et ils veulent aussi aller plus loin dans la gestion de la data. Et c'est là qu'on est intervenu avec eux.
La première chose, c'est qu'on était dans une ligne 100% papier, il venait juste de mettre un ERP quand on est arrivé. Donc le projet qu'on a avec eux, c'est de les aider à planifier leur activité au quotidien. Le matériel de jardinage, c'est une activité qui a explosé en 2020 avec le bricolage, ils ont fait plus de 40%, énormément d'aléas. Et ils ont pris un deuxième événement qui était difficilement prévisible, c'est la guerre en Ukraine avec l'envolée des coûts de matières premières, énormément d'impact sur leur activité. Donc voilà, on a un énorme sujet de données avec eux sur comment je suis capable de prédire mon activité, sur ces activités saisonnières, quelle doit être mon ressource boulot, que ce soit des compétences ou des machines, comment je suis capable de piloter ça, et dans mon déménagement, comment je vais être sûr de continuer à livrer mes clients, parce qu'on n'est pas capable de déménager 50 machines complexes en très peu de temps. Donc ça va être un des gros enjeux qu'on a sur le projet avec eux. Donc on a commencé par une première phase qu'on termine aujourd'hui, c'est fiabiliser la donnée, c'est-à-dire qu'ils avaient uniquement des données papier ou des non-données. Donc là, on remonte maintenant des données, donc on a un données fiable et ça rejoint les conférences d'avant. Maintenant qu'on a ces données-là, on va pouvoir mettre en place des algorithmes de prévision qui vont toujours aider à améliorer la prévision de son activité pour mieux servir ses clients. Dans quelques minutes. On est sur un maillon simplement de cette chaîne de recyclage, donc on est dans la partie tri. On parle beaucoup en fait d'abord de la collecte. La collecte, c'est ce qu'on met aujourd'hui dans notre poubelle jaune. Ensuite, il y a la phase de tri. Donc c'est dans le centre de tri qu'on vient différencier les différents types de matériaux. Puis ensuite, une fois que c'est trié, on arrive dans l'usine de recyclage. Alors, des fois c'est accolé, des fois c'est pas accolé. Et il y a des problématiques justement, je vais en parler juste après, quand c'est pas toujours le même groupe qui fait et le tri et le recyclage. Et puis après, aujourd'hui, quand c'est recyclé, ça donne une deuxième vie à nos objets. Alors, c'est très bien, j'ai l'objet parfait là, c'est la bouteille plastique, la bouteille en PET, qu'on a tous déjà utilisé au moins une fois dans notre vie. C'est un très bon cas d'usage. Pourquoi ? Parce que le PET, c'est une résine plastique qui se recycle très bien aujourd'hui. C'est-à-dire que d'une bouteille en plastique, on peut donner plusieurs vies à cette bouteille plastique. On peut la transformer. Alors, il y a quelques années, c'était exclusivement dans les polaires. Les polaires sont faites en PET aussi. On pouvait les recycler éventuellement dans des pots de fleurs, donc des matériaux, j'allais dire, qui n'étaient pas réutilisés pour la même fonction pour laquelle ça avait été fait initialement. Et puis de plus en plus, on le voit. Tout à l'heure, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute là en venant. Puis avec l'œil aguerri un petit peu aussi. J'ai acheté une bouteille d'eau et puis j'ai vu tout de suite la bouteille était légèrement colorée, c'est-à-dire que là on voit la cristalline qui est très transparente, donc ça veut dire que c'est de la matière première, c'est de la matière noble. Et puis quand c'est un petit peu teinté, alors marron, vert, c'est un petit peu flou, on se rend compte en fait tout de suite que c'est une bouteille recyclée, ça veut dire que c'est une bouteille qui a déjà une deuxième vie, c'est-à-dire qu'on a recyclé du PET. Donc ça, on sait très bien faire. Ça fait 20 ans que Pelin-Castet conçoit et développe des machines pour distinguer les différents types de polymères et de résines plastiques. Alors toutes les filières de recyclage n'existent pas, mais le PET c'est une filière qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et donc ça, on sait faire. On sait détecter, on dit super, quand c'est du PET, on sait que on va pouvoir refaire du PET derrière, donc c'est très bien, ça marche bien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que comme le PET, c'est une résine qui se recycle très bien, on a de plus en plus de metteurs sur le marché qui font leurs emballages en PET. Et typiquement, des shampoings, des savons, la cosmétique, qui utilisent de plus en plus le PET pour créer ces emballages. Mais du coup, comment on fait? Parce que nous, on est capable, on a la technologie aujourd'hui pour distinguer, pour dire c'est du PET ou c'est du PP ou du PS, donc les différentes résines plastiques. Ça, on sait faire. Mais quand on se retrouve avec un objet qui fait à la fois en PET, qui était une bouteille d'eau, donc on va pouvoir réinsérer dans le circuit pour refaire une deuxième bouteille d'eau, comme j'expliquais juste avant. Et comment je fais pour mélanger avec une bouteille PET qui était une bouteille de shampoing? Qui accepterait aujourd'hui de boire dans une bouteille qui a servi à la fois pour faire du cosmétique ou qui a servi pour se laver et mélanger ça avec des bouteilles d'eau? Eh bien, c'est un problème. Voilà, c'est un problème qu'on commence à rencontrer de plus en plus. Et là, on était un petit peu coincé. Tout simplement parce que la technologie, ça reste du PET, on ne sait pas distinguer du PET et du PET alimentaire et non alimentaire. Donc là, on a fait appel à Neovision. Depuis maintenant 3 ans, on travaille ensemble. Parce que on s'est dit, la technologie d'intelligence artificielle, c'est une réponse. C'est une réponse parce que grâce à cette nouvelle technologie, donc ça fait écho aussi
On était à l'époque même pas au premier P encore, on n'avait pas les people, donc ça c'était très clair. On s'est dit comment on fait pour commencer à adresser des cas d'usage qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. Donc nous on est parti de ce constat, de la réalité aussi normative de l'Europe, de la France, etc. Qui disait aujourd'hui il faut limiter en fait le nombre de PET non alimentaires dans un flux de PET alimentaire. Donc ne sachant pas le faire, on a identifié là où les technologies qui permettaient de le faire, la plus évidente effectivement, en tout cas qui nous a paru la plus évidente, c'était l'intelligence artificielle. On s'est donc rapproché de Neovision pour dire voilà, nous on a un cas d'usage, on en a d'autres évidemment, mais celui-là était très concret, très parlant, et on s'est dit voilà, comment on fait, est-ce que l'intelligence artificielle est une réponse, et comment elle va répondre à cette problématique de dire comment je distingue du PET alimentaire du PET non alimentaire. Donc on s'est rapproché de Neovision, on leur a exprimé un cahier des charges avec une contrainte. Comme j'expliquais tout à l'heure, la contrainte elle est multiple, elle est la difficulté à repérer déjà les emballages, parce qu'il faut bien comprendre que sur un centre de tri, une bouteille ne ressemble plus du tout à une bouteille de tri. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième grosse contrainte, c'est le temps réel. On est sur des phénomènes extrêmement rapides, on est sur des convoyeurs rapides qui avancent à 3 mètres secondes ou plus, à 4 mètres et demi secondes. Et la distance entre la détection et l'éjection est extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, on parle de quelques dizaines de millisecondes pour prendre une décision, pour dire est-ce que c'est un objet à consonance alimentaire ou non alimentaire. Et donc on a travaillé depuis de nombreux mois et de nombreuses années maintenant à créer justement ces réseaux de neurones et puis à enrichir finalement nos bases de données d'images, pour justement aller adresser ce genre de cas d'usage. Et pour aujourd'hui commencer, alors là on commence, on a les premiers cas d'usage qui vont sortir, on est comme beaucoup d'industriels bloqués un petit peu aujourd'hui par la crise supply et la crise des composants électroniques, pour justement avoir le matériel qui va en face justement pour répondre à l'algorithme qui est derrière. Donc là, on adresse les premiers cas d'usage depuis quelques semaines maintenant. Donc on a testé ça déjà en interne chez nous. Et puis là, on va déployer sur le terrain les premiers pilotes, donc vraiment dans des situations réelles, pour observer et simplement vérifier que tout le travail qu'on a fait maintenant depuis plusieurs mois est complètement opérationnel. On a peu de doutes, clairement, puisqu'on a fait déjà des essais qui sont relativement concluants. Mais c'est vrai que ça nécessite aussi beaucoup d'accompagnement par rapport aux clients, parce que, comme l'expliquait M. David tout à l'heure, c'est très clair aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, ça fait un peu peur pour certains. Donc il faut accompagner, c'est pas simplement je dépose une technologie, puis ça va répondre à un cas d'usage, c'est ne vous inquiétez pas, ça va pas enlever votre travail. Au contraire, c'est une opportunité pour s'enrichir et pour aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup, président. Eric ? Alors moi je vais plutôt m'appuyer sur mes expériences industrielles et académiques, même si chez Full Speed Automation on intègre toutes ces problématiques dans le logiciel vitesse d'orchestration. Mes expériences industrielles, c'est chez Bolloré où je développais la technobatterie, et il y avait une très forte interaction entre le process et le produit, parce qu'un des enjeux des batteries, et vous les connaissez maintenant aujourd'hui, c'est le poids des batteries. Ça veut dire qu'il faut mettre un maximum d'énergie dans un minimum de poids. Ça veut dire, quand on fabrique une technologie de batterie à base de films, d'avoir des films les plus minces possibles, avec une augmentation de la capacité de production. C'est-à-dire qu'il fallait faire tourner les bobineuses de plus en plus vite, avec des films de plus en plus minces, avec des problématiques mécaniques sur les films, et donc il fallait corréler tous les problèmes, et puis pouvoir mesurer à la fin si le produit de sortie était performant par rapport à cette montée en puissance. Et donc là, on retrouve tous les problématiques de montée en puissance, de corrélation produit-process, et puis de mesurer tous les paramètres donnés pour déterminer le bon compromis entre les paramètres process et puis la qualité du produit. Deuxième expérience académique, quand on est directeur d'école d'ingénieur ou quand on travaille au sein d'académie, on fait des suivis de stage. Et là, j'avais un suivi de stage dans une entreprise qui fabriquait des boîtes de coca. Et au niveau production, c'est 3 milliards de boîtes par an. C'est au sud de Dunkerque, je pense que c'est bien connu des gens du Nord. Ça veut dire, en faisant un petit calcul, 25 boîtes secondes. Et donc, il fallait peindre ces boîtes. Et très clairement, si vous aviez une bavure sur la boîte de coca, même problématique, il fallait l'éjecter assez rapidement, parce que quand on fait encore un petit calcul, si on attend une minute, c'est 1500 boîtes, si on attend 10 minutes, le temps c'est 15 000 boîtes, etc. Et donc là, problématique, c'est comment, au travers de Vision, on arrivait avec les enseignants-chercheurs à trouver les bons paramètres
pour permettre d'optimiser le process, de corriger les défauts, voire de l'arrêter avant d'avoir, je dirais, mis à la poubelle un certain nombre de boîtes. Et puis, donc voilà, ça c'était. Et puis bien sûr, un troisième exemple aussi issu des Hauts-de-France. Un enjeu territorial important, c'était une entreprise anglaise qui voulait implanter un site de recyclage de pneus avec exactement la même problématique. Il s'agissait de lire sur les pneus la référence du pneu pour identifier la matière et pour choisir de manière automatique le process de recyclage de pneus. Donc on retrouve ces problématiques-là. Et donc il y avait là aussi tout un travail d'intelligence artificielle. Alors moi je ne suis pas du tout un expert en intelligence artificielle, mais j'en ai, comme M. Jourdain, j'en ai toujours fait sans m'en rendre compte. Et donc là, il s'agissait de développer des méthodes de lecture extrêmement rapide des pneus quand ils arrivaient en début de chaîne de production, donc avec des étudiants, des enseignants-chercheurs, de telle sorte à pouvoir sélectionner les bons process de recyclage de pneus, exactement pareil que les bouteilles, le plastique des shampoings par rapport au plastique alimentaire. Et donc, voilà, et bien sûr, j'en parlerai je pense un petit peu tout à l'heure, mais comment des startups comme Full Speed Automation, sur la base d'expériences américaines, à partir de logiciels, on est capable, et ça je suis très sensible à vos propos, de rendre accessible à l'humain tous ces enjeux technologiques, que ce soit l'IA, que ce soit la robotisation, l'automatisation, parce que je pense que ça sera un des enjeux forts de la réindustrialisation de la France dans les années à venir. Merci Frédéric, merci à tous pour tous ces exemples. Alors j'ai bien sûr plein de questions pour vous. Je ne l'ai pas précisé, mais il y aura un temps bien sûr pour les questions aussi, si vous en avez, donc notez-les bien. On aura un temps pour les questions vers la fin de la table ronde. La première qui m'est venue, c'est au moment de mettre en place ces nouvelles technologies d'IA, de qui est-ce venu dans l'entreprise et quels services ont été impliqués dès le départ? L'idée, elle est venue simplement que la genèse, j'allais dire, de l'intelligence artificielle chez Plain Casté, on la regarde déjà depuis pas mal d'années. La réalité, c'est qu'au début, on n'y croyait pas trop. Donc c'était effectivement, il fallait d'abord qu'on croie à la technologie et au gain qu'elle allait apporter. Alors pas au gain pour l'entreprise directement Plain Casté, mais finalement au service de l'économie circulaire et de la performance des centres de tri. Donc il y avait déjà des problématiques, comme j'exposais tout à l'heure, de temps réel. Les technologies n'étaient pas au point, donc on n'arrivait pas à trier de toute façon, à brasser suffisamment vite en fait cette technologie en temps réel pour pouvoir justement répondre à la problématique de capacité et de tri rapide qu'on peut connaître sur les centres de tri. Donc ça, c'était la première chose. Mais on regardait, on observait quand même cette technologie. Bon, on attendait un petit peu que quelque part le reste de la technologie, ou en tout cas le hardware, suive pour pouvoir mettre en place cette nouvelle techno. Et puis en fait, il y a 4 ans, concrètement, en fait, c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les évolutions des normes, aujourd'hui, demain, on n'allait plus pouvoir répondre en fait aux problématiques concrètes qui allaient se poser sur les tri et donc sur les recyclages derrière. Et donc, effectivement, par la force des choses, on a regardé, on a observé plusieurs technologies. Il en existe d'autres qui sont concurrentes aussi à l'intelligence artificielle, par ailleurs, qu'on expérimente aussi, parce qu'on considère qu'on ne sait pas aujourd'hui celle qui va être la plus, la vainqueur de l'histoire, et c'est sans doute le mix de tout ça qui va être le vainqueur, mais le vainqueur pour l'environnement, enfin, parce que finalement, c'est pas le vainqueur pour Plain Casté ou pour la filière, mais c'est pour l'environnement en général. Et donc c'est sous l'impulsion finalement de la R&D, puisque ce sont les premières équipes en fait qui sont concernées, qui ont commencé un petit peu à observer, à se dire non mais là il y a peut-être des choses à faire. Donc c'est vraiment, en ce qui me concerne en tout cas dans l'entreprise, c'est vraiment venu des équipes de R&D qui ont proposé d'aller chercher vraiment cette technologie. Et donc à partir de là, en n'ayant pas effectivement les gens pour pouvoir faire et les compétences pour pouvoir faire, on a cherché, on a benchmarké plusieurs entreprises, et puis Neovision correspondait exactement en fait à ce qu'on recherchait, à la fois par les compétences, à la fois par le côté éthique. On en parlait aussi tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui faisaient écho d'ailleurs à ce que j'écoutais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi aussi Neovision pour nous accompagner sur cette démarche-là. Et c'est donc la R&D qui portait le projet. C'est la R&D qui portait le projet, qui porte encore aujourd'hui le projet, voilà, puisque c'est une technologie qui est quand même encore
un peu opaque, j'allais dire, pour certains. Donc c'est vraiment la partie R&D qui ont des connaissances en maths appliquées et dans ce genre de domaine qui peuvent accompagner effectivement j'allais dire la montée en compétences et l'expérimentation de cette technologie, quoi. Ok, merci Sylvain. Xavier ou Frédéric, si vous voulez. Alors nous on est plutôt sur des évolutions process plutôt que produits. Du coup c'est plutôt porté par des responsables d'opération, classiquement. Louis Moulin ça appartient au groupe CQFD, donc c'est le directeur des opérations du groupe. Le groupe CQFD c'est un gros acteur, une ETI du secteur du bâtiment qui s'occupe de ça. On travaille aussi, on est savoyard, donc on travaille aussi avec une entreprise qui fabrique des matériels de ski, des fixations de ski, et c'est aussi porté par la direction des opérations. Très vite c'est ensuite lié au SI, forcément, parce qu'il y a quand même des interactions avec les systèmes informatiques existants. Et aussi, on va aussi très vite sur le terrain dans l'usine avec les responsables d'atelier pour rejoindre les 2P qu'on a vu tout à l'heure, people les process, et valider vraiment le métier qui est porté par ça. Ça, c'est vraiment important. Et puis l'adhésion des équipes est vraiment importante. Donc on a forcément une volonté de la hiérarchie d'entreprise à implémenter ce projet, une forte implication du SI et une forte implication des équipes qui vont l'utiliser au quotidien pour que ça soit bien. C'est un peu une constante qu'on retrouve chez nous. Alors moi, je vais plutôt raconter une anecdote. C'est un industriel de Laval qui a passé un peu de temps dans la Silicon Valley et là il est tombé sur le fondateur de Full Speed Automation, qui est l'ancien patron des automatistes de Tesla et qui a été amené à résoudre toute la problématique de l'enfer de l'automation de Tesla. Et typiquement, quand Luc Leroy, donc ce fondateur, avec Hugues Gontier d'ailleurs ici présent, a monté Full Speed, cet industriel de Laval a dit moi, cette approche m'intéresse et j'ai envie de mettre de la techno dans mon entreprise parce qu'il y a des enjeux de talent et si je ne mets pas de la techno, je vais mettre 5 ou 10 ans à monter en puissance et j'ai besoin de mettre de l'intelligence dans mon entreprise GIS, donc dirigée par Bruno Bouygues, donc ici à Laval, et c'est comme ça que je dirais cette entreprise GIS a été notre premier client en France avec effectivement une expérimentation, et là on retrouve tout ce que vous avez dit, un cas d'usage bien précis. Ce qui paraît important, et vous l'avez tous dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Et là, très, très clairement, Bruno Bouygues était convaincu et était capable d'induire une volonté de changement, de l'expliquer, et puis de travailler de manière très interactive. Donc nous, on était, entre guillemets, le supporteur, l'apporteur de technologie auprès de cette entreprise industrielle et c'est ça qui m'a marqué dans cette histoire à la fois de Full Speed et puis de cette entreprise GIS, c'est cette alchimie entre ces rencontres entre deux personnes et puis je dirais le sponsoring politique et la ténacité d'un dirigeant pour apporter de la technologie. Alors je ne vais pas détailler parce que c'est pas l'objet, mais bien sûr dans la solution que propose Full Speed, il y a de la donnée, donc derrière il y a de l'intelligence artificielle, mais ce qui est important, c'est dans la méthode, parce que c'est un petit peu la question. Pour moi, un des premiers ingrédients, et ça a été dit, c'est il faut un sponsor. Sinon, c'est un projet bordé, si je prends un petit peu la courbe, très rapidement, si on ne sent pas le patron convaincu derrière sa sétiole. Alors, tu me fais une transition toute trouvée. Donc, il faut un sponsor. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà d'intégrer de la technologie, dans les exemples que vous avez cités, il a fallu faire évoluer l'organisation ou rien que des process, des équipes, enfin, qu'est-ce qui a dû évoluer autour de la technologie ou pas? Je pense que quand tout à l'heure on disait c'est l'humain, une des premières choses et là je rejoins un peu mon passé de consultant, c'est de faire un état des lieux, et un état des lieux d'humain. C'est de se dire, sur ces sujets technologiques, est-ce que ça va créer de l'antipathie? Est-ce que ça va créer de la suspicion ou de l'adhésion? Et donc, que l'on parle de robotisation, d'automatisation, d'IA, c'est important de voir quel est le niveau
de maturité des équipes. Donc certaines équipes comme la R&D sont déjà beaucoup plus porteurs, mais quand on passe après au stade production, c'est-à-dire l'opérateur qui depuis 40 ou 50 ans fait la même chose avec un vieil équipement et à qui on va dire attendez, on va vous mettre de l'intelligence artificielle techno qui a, on en parlait tout à l'heure, à peine quelques années d'âge, et vous allez devoir complètement changer vos habitudes de travail. Là, ça peut créer de l'angoisse, ça peut créer de la suspicion, voire du rejet. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, ça me paraît important de voir que cette maturité, elle doit descendre jusqu'au niveau des opérateurs. Surtout que il faut voir aussi le parallèle, et moi j'ai été visiter une entreprise qui fabrique des briques réfractaires, les process industriels parfois ont 50 ou 100 ans d'âge, et vous arrivez avec des technos qui ont quelques années d'âge, et donc culturellement c'est un choc, les gens ne comprennent pas en disant mais comment on peut mélanger quelque chose qui est neuf avec quelque chose qui a toujours bien marché pendant des dizaines d'années, quoi. Et donc cet aspect appropriation par l'ensemble des strates humaines me paraît une des étapes fondamentales. Alors moi, pour vous donner une astuce, chez Bolloré, j'avais trouvé une astuce, je prenais alors c'est mon côté académique, je prenais un stagiaire élève ingénieur que je mettais en binôme avec un technicien. Donc il n'y a pas de rapport hiérarchique. Et il y avait 3 objectifs. Un, d'abord, d'arriver à l'objet du stage, à l'objectif du stage. La deuxième chose, c'est que le technicien devait apprendre un maximum de choses académiques de la part de l'élève ingénieur. Et puis, l'élève ingénieur devait apprendre un maximum, on parlait de compétences métiers, par rapport à la technologie qu'il apprenait. Et à la fin, je leur demandais de faire une soutenance commune sur le sujet. C'était pas l'élève ingénieur qui faisait sa soutenance de stage en entreprise. Et je voulais, moi, vérifier que mon technicien, sur ce sujet-là, avait bien intégré un certain nombre de paramètres et que finalement, une fois l'élève ingénieur parti, le technicien allait pouvoir continuer tout seul à avancer sur le sujet. Voilà. Donc un sujet, une astuce un peu très concrète et qui a donné d'excellents résultats parce que, du coup, par rapport à des sujets IA ou autres, robotisation, il y a un transfert naturel qui se fait entre la jeune génération qui connaît parfaitement les nouvelles technologies et puis les anciens qui, eux, maîtrisent complètement les aspects process et qui ont, et c'est important même en IA, toute l'historique des pannes, des défauts, des aléas et qui sont capables du coup de mettre cette expérience au service de l'amélioration de l'entreprise. Merci pour cette astuce. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur l'évolution de l'organisation et la manière dont peut-être justement on peut l'accompagner? Alors, beaucoup de choses ont été dites, je rejoins complètement ce qui a été énoncé. Je dirais que la première étape, la toute première pour nous, on avait fait le choix de vulgariser ce que c'était client. Donc on avait fait intervenir Lucas Naxa, le président de Néovision, pour expliquer ce que c'était que l'intelligence artificielle. C'était pas des Terminator, c'était pas Matrix, c'était autre chose. Et que il faut l'accompagner en fait. Ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain si on arrive avec des gens qui sont sur le terrain en permanence, qui sont pas justement derrière l'ordinateur à faire du programme informatique. Expliquer qu'on arrive avec une nouvelle technologie, que l'intelligence artificielle, on clique sur un bouton et ça marche, ça c'est pas possible. En fait, ça c'est l'échec, c'est sûr. Les gens vont pas se l'approprier, les gens vont pas comprendre en fait ce que ça représente derrière. Et du coup, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va créer énormément de frustration pour nos propres équipes et aussi pour le client parce qu'il veut comprendre en fait ce qu'il y a derrière sans rentrer dans le détail non plus ultra technique, mais comprendre que derrière, ça engage des ressources, ça engage des compétences, ça engage de la technicité et ça, je pense c'est une démarche qu'il faut accompagner parce que dans le collectif ou dans l'intellect collectif, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Cyril ? Ouais, non, juste pour appuyer sur le côté vulgarisation et pédagogie en fait. C'est la pierre angulaire en fait d'un bon projet. Après, Kiste, c'est un super exemple. C'est une société qui a l'innovation ancrée dans son ADN. Toutes les sociétés industrielles ne sont pas au même niveau de maturité, n'ont pas le même rapport à l'innovation. Quand on parle d'innovation, on peut acheter des nouvelles choses qui sont sur l'étagère, qui fonctionnent, qui ont été testées ailleurs. C'est une innovation pour la société. Mais là, on parle de projet R&D. C'est-à-dire qu'on a une volonté, on sait où on veut aller. Est-ce qu'on va y arriver ?
point d'interrogation. On a quand même de bonnes choses qui nous permettent de nous dire qu'il y a quand même de grandes chances qu'on y arrive. Mais il y a cette part de risque aussi quand on fait un projet R&D où on ne sait pas forcément exactement comment ça va se dérouler. Et oui, cet aspect pédagogique au début d'un projet, je pense pour engager l'ensemble des collaborateurs, quels que soient les niveaux hiérarchiques, est importante. On voit qu'en fait, il y a beaucoup de gens, quand vous présentiez tout à l'heure justement l'équipe IA, on retrouve des experts métiers. Une donnée en tant que telle ne sera pas exploitable, il faut qu'elle soit interprétée. Et pour l'interpréter, il faut qu'on ait une expertise métier. Une entreprise ne sera jamais experte dans un domaine grâce à l'IA si elle n'a pas déjà cette expertise. L'IA va en quelque sorte numériser une expertise, elle ne va pas la créer. À côté de ça, il faut qu'on ait aussi un interlocuteur qui soit en fait chef de projet du côté client, qui soit là quand on a des questions à poser, quand il y a des choses qui ne sont pas claires sur la donnée. Je pense notamment lors du cahier des charges, je pense qu'on a posé beaucoup de questions pour préciser de nombreuses choses. Et voilà, donc des échanges, une bonne communication, c'est quelque chose de très important aussi pour qu'un projet se déroule le mieux possible. Pas grand chose de plus à ajouter, mais je vais aussi m'appuyer sur mon passé industriel et comme dans tout projet, l'important c'est on peut avoir la meilleure solution du monde. Si les équipes adhèrent pas au projet et ne comprennent pas la finalité, ça ne marchera pas. C'est aussi vrai dans l'IA comme dans le lean manufacturing ou n'importe quel autre chantier qu'on fait. Donc effectivement, l'adhésion au projet, je rejoins complètement les collègues de la table, c'est le plus important. Merci, ouais, donc on entend que c'est aussi un peu de la co-création, enfin il y a ce mélange à la fois d'expertise IA et d'expertise métier. Quel est, dans les exemples que vous avez cités, le niveau d'adoption en fait, des outils aujourd'hui par les équipes métiers plus proches du terrain? Est-ce que c'est complètement adopté aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore sur un chemin? Comment ils s'en servent? Je dirais que de notre côté, on est encore sur le chemin, parce que finalement, sur la partie R&D, on commence à avoir des personnes qui sont bien sachantes et du coup qui arrivent à se mettre à niveau justement des experts Néovision. Donc là, on arrive à bien s'approprier le sujet. La difficulté sur le terrain aujourd'hui, où on a d'autres personnes qui sont des opérationnels, qui sont là pour justement travailler au quotidien sur les centres de tri et accompagner la performance du client. Et pour ces gens-là, c'est plus opaque aujourd'hui. Donc on continue d'accompagner, on leur explique ce qu'il y a derrière, alors on a tout un travail, c'est pas fini, hein, évidemment, c'est comme on disait tout à l'heure, finalement c'est l'amélioration continue, donc c'est proposer des outils qui vont leur permettre aussi de vulgariser à leur niveau comment utiliser l'intelligence artificielle, comment rajouter de nouvelles classes par exemple d'objets dans un tri, dans un flux. Voilà, donc tous ces sujets-là, c'est encore des sujets aussi qui sont encore en devenir, mais ça nécessite effectivement de préparer tout ça en amont pour que les gens se l'approprient. Donc c'est pas encore un acquis aujourd'hui, mais on le fait. Voilà, on y travaille au quotidien pour leur expliquer les choses. Mais ça peut être long, voilà, ça peut être long. Xavier, chez Louis Moulin, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Donc, comme je disais tout à l'heure, on finit un peu la phase 1 du projet qui était l'implémentation, la fiabilisation des data. On a des premiers résultats qui sortent et là on va pouvoir vraiment rentrer dans le projet vraiment IA dans les prochains mois avec effectivement tous les aléas qu'on va pouvoir rencontrer dedans, mais on est plutôt confiant et ça se passe plutôt bien. Les utilisateurs ont vraiment compris l'intérêt de ça aussi. Il y avait un gros enjeu aussi de remonter des temps quand on fait du clocking en usine, c'est toujours un sujet un peu compliqué. Il y a beaucoup de fausses idées qui peuvent être perçues dedans, donc c'était hyper important de communiquer sur la finalité de ces données, à quoi elles vont servir. C'est pas pour fliquer les gens, c'est pas pour virer les gens, c'est pour rendre les données fiables, parce que si on a des énormes variances de temps entre le même processus, il faut savoir d'où tout ça vient. Est-ce que c'est la machine qui est tombée en panne? Est-ce que c'est un problème d'électricité? Est-ce qu'il n'y avait pas la matière première? Est-ce que c'est un problème de compétences? Donc arriver à expliquer les variabilités, ça permet aussi d'améliorer les données, ça va améliorer les modèles aussi derrière. Donc on a bien réussi cette phase d'onboarding de tout le monde et c'était toujours la plus critique, en tout cas à mon sens. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose aussi, au niveau de l'adoption, en fait, on va retrouver différents types de sociétés avec différents besoins. Par exemple, du côté Pellinck, c'est important qu'on puisse ouvrir le capot, expliquer tout ce qu'on fait, comment ça fonctionne dans les détails techniques. Avec d'autres sociétés, on n'aura pas besoin d'aller aussi loin dans l'explication, en expliquant les tenants et les aboutissants de la techno, comment elle marche dans les grandes lignes, ça sera parfaitement suffisant tant qu'on arrive à rassurer sur les performances et prouver que les tests
comment ça fonctionne, pas rentrer dans la technique, l'usage sera parfaitement suffisant. Donc en fait, ça va dépendre aussi du profil de la société, et notamment aussi de sa capacité à internaliser certaines compétences en data science. À terme, je pense que les sociétés qui veulent faire de l'IA peuvent passer par des prestataires qui vont les aider, qui vont leur amener de la compétence, qui vont accélérer leur R&D. Mais quand ça devient un sujet réellement stratégique, la question de l'internalisation de ces compétences devient... c'est très clair, c'est obligatoire en fait de se poser cette question. Parce que ça va aussi être un facteur clé de succès pour de futurs projets, pour faire émerger des bons projets avec un vrai ROI aussi, parce qu'une personne en interne déjà va pouvoir aussi un petit peu évangéliser ses collègues, expliquer ce qu'ils font, qu'est-ce que ça apporte à la société, de quoi ils ont besoin, donc on va pouvoir parler avec les experts métiers, avec la DSI, et en fait on va pouvoir créer un engouement généralisé autour d'une internalisation d'une personne ou d'une équipe spécialisée en data science. Et quand tu dis ça, moi, ça me fait penser un peu à la SI dans une entreprise, c'est-à-dire que la plupart des entreprises aujourd'hui ont une DSI ou des responsables de systèmes d'information, enfin la gestion du parc informatique ou des applications de l'entreprise est au moins pour partie gérée à l'intérieur des entreprises. Qu'est-ce qu'il y a comme finalement différence entre un projet de développement d'une application et un projet d'IA pour vous? Est-ce que ça doit être traité différemment? Quelles sont les différences? Alors, je pense qu'il y a pas mal de points qui convergent ou qui se confondent. La différence, c'est peut-être sur un projet informatique, on va dire plus classique, on va vraiment partir d'un besoin d'un expert métier. Voilà, j'ai besoin de cet outil pour m'aider à faire ceci. Sur l'IA, on va vraiment partir du savoir-faire de la personne pour essayer de le numériser, qui va ensuite du coup répondre à son besoin. On va aller un petit peu, ça va aller plus loin, on va plus intégrer peut-être les connaissances, les compétences existantes dans la société par rapport à un projet informatique. Sur la durée de vie, sur le cycle de vie d'un projet aussi, au début, en IA, on peut simplement se passer de la DSI. On peut créer un POC comme ça avec un périmètre réduit pour savoir si ça fonctionne, si l'expert métier est satisfait des performances de la technologie. C'est pas forcément toujours une bonne idée parce qu'à un moment donné, quand on va vouloir industrialiser, il faut remettre la DSI dans le cercle, dans l'échange. Donc il vaut mieux les mettre dès le début pour bien comprendre toutes les contraintes. Mais si on veut aller très vite et tester une technologie, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire quand on travaille avec des grandes sociétés qui ont donc des business units bien silotés. Quand on bosse avec l'innovation ou la R&D, on ne dialogue pas avec la DSI. Ils veulent tester la techno. Donc on teste la techno et ensuite on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de passer à l'échelle, la rendre scalable et l'industrialiser? T'as tout dit en fait finalement. Non, c'est vrai que quand on démarre effectivement les projets en R&D, finalement on se passe de la DSI parce qu'on veut aller vite et on ne veut pas être freiné entre guillemets par les contraintes qu'on pourrait retrouver dans certaines lourdeurs administratives. Il faut des compétences métiers parce qu'il faut structurer la donnée pour justement bien amener le sujet. Donc en tout cas, nous on a pris ce parti, on a laissé les clés du camion finalement à l'équipe R&D. En revanche, on commence depuis quelques mois maintenant aussi à impliquer petit à petit la DSI parce que tout simplement, si on veut passer à l'échelle industrielle, et c'est l'objectif de toute façon de notre côté, c'est qu'il va falloir à un moment donné qu'on ait des capacités de gestion et d'administration de cette partie-là, de la data. Et on ne pourra pas tout faire non plus à notre niveau, puisque une fois que le projet il est lancé, finalement la R&D va plutôt travailler sur de nouveaux cas d'usage plutôt que sur la partie de fond qui est la structuration même de la donnée. C'est bien, pour nous en tout cas, c'est ce choix qu'on a fait. D'abord aller vite, laisser les clés du camion à la R&D et demain plutôt s'orienter vers, massifier tout ça et donc donner une partie du travail en tout cas à la DSI. Alors, je vais compléter un peu les propos de mes collègues avec un petit peu de recul. C'est de me dire, on partage tous les trois Full Speed, Neovision, et puis j'ai pas mes lunettes donc rien. Voilà. On partage aussi un enjeu, c'est de réenchanter l'industrie. Très clairement, quand on discute avec les chefs d'entreprise, leur grosse problématique, c'est de recruter. Et si aujourd'hui je une annonce en disant je vous propose un poste d'ouvrier à faire toujours le même job en 3-8, samedi, dimanche compris, pour un salaire équivalent au SMIC, c'est quelque chose qui ne sera plus accepté pour tout un tas de raisons. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi un enjeu politique, géopolitique de développer l'industrie en France. Donc il faut qu'on puisse attirer des talents
dans les entreprises industrielles en leur disant que la techno qu'ils vont faire, c'est pas simplement de l'opération, du geste répétitif, mais qu'ils vont pouvoir utiliser des nouvelles technologies d'automatisation avec vitesse ou néovision avec tout ce qui est intelligence artificielle. Ça me paraît fondamental de pouvoir dire, si vous allez être sur une ligne de production, mais là, vous allez faire de l'IA, vous allez faire de l'automatisation, vous allez faire de l'optimisation, vous allez être aussi en charge de la maintenance prédictive de la machine, etc. Et vous allez avoir tous les outils, parce que les jeunes qui arrivent sur le marché, moi je faisais un petit calcul en tant qu'école d'ingénieur, 97 c'est l'année du portable et puis d'Internet, donc les jeunes qui ont 23 ou 25 ans aujourd'hui, ils n'ont connu que la techno. Donc eux leur dire vous allez utiliser de la techno sur une chaîne de production, ils ont déjà été entre guillemets éduqués à ça. Et ça me paraît important qu'on puisse, pour les attirer dans les entreprises, leur dire que la techno, elle sera accessible comme elle est aussi accessible que sur un portable, avec une facilité d'utilisation et autres. Et ça, c'est pour moi un des points fondamentaux. Et quand on parle effectivement, j'ai beaucoup aimé, si on leur dit la techno c'est des aliens, ils vont tous fuir. Si on leur dit finalement la techno, ça s'appelle automatisation, vision industrielle, big data et autres, c'est quelque chose que vous allez utiliser et qui va faire la valeur de votre poste. Et moi je dis très clairement, toutes ces technos, on ne va pas faire des économies personnelles en termes de masse salariale, on va surtout beaucoup mieux payer les opérateurs de production, parce que ce seront des véritables techniciens de production qui manipuleront toutes ces technos et qu'il faudra payer en conséquence. Et là, c'est plus en tant qu'ancien directeur, moi c'était le message que je voulais faire passer, c'est qu'à un moment, il faudra que les entreprises acceptent de mieux rémunérer tous les acteurs et les utilisateurs dans les entreprises de ces technos que l'on met en place au sein des entreprises. Donc là où il y avait 2 opérateurs, il n'y en aura peut-être plus qu'un, mais un qui sera 2 fois plus qualifié que celui d'avant. Voilà. Un peu, mais ça me fait penser à un sujet qui est assez intéressant. Ça fait référence à l'un de nos clients, ST Microelectronics, donc un fabricant de semi-conducteurs. Ils ont 2 centres de production à Grenoble, à Crolles pour être précis. Un qui est à l'ancienne, avec beaucoup de mécanismes et beaucoup d'humains, enfin autant de personnes quasiment sur les 2 sites, mais il y en a un, c'est Crolles 300. Et ils ont tout automatisé, robotisation, intégration de l'informatique bien plus loin avec aussi de l'IA. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils recrutent beaucoup plus facilement sur ce site. Ils ont beaucoup moins d'absentéisme, ils n'ont pas de TMS. Et les gens sont plus épanouis globalement sur le lieu de travail. Donc, en fait, l'IA, ça va amener un levier de performance économique, mais pas que. Ça va aussi moderniser l'image d'une société, tant sur son recrutement que sur sa prospection commerciale. Ça peut donner aussi confiance à ses futurs prospects en se disant que c'est une entreprise qui sait aussi innover et demain, elle saura me proposer la meilleure solution pour mes besoins, contrairement à ses concurrents qui, eux, sont un peu plus dans une inertie sur ce qu'ils maîtrisent aujourd'hui sans vouloir prendre de risques. Merci beaucoup, c'est passionnant. Avant de laisser le micro à ceux qui le souhaitent dans l'assistance, peut-être si vous aviez un conseil à donner ou quelques écueils à éviter pour celles et ceux qui nous écoutent. Salut, je pense par toi. Oui, je vais redire ce qui a été dit tout à l'heure. Pour moi, le plus important, c'est l'onboarding des équipes, bien comprendre la finalité, expliquer, communiquer tous les jours sur le projet, expliquer les écarts, d'où ça vient, à quoi ça sert, comment on va les corriger. L'onboarding, pour moi, c'est toujours l'adhésion des équipes, c'est toujours la clé, que ce soit un projet d'IA ou un projet en général. Complètement d'accord avec ça. Après, donc, je vais parler en tant que société experte en IA à des potentielles sociétés industrielles qui voudraient se lancer. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie 4.0, on va même parler de 5.0 aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas encore dans la 4.0, qu'on est déjà en train de se projeter sur le futur. Globalement, l'industrie, elle entame sa transition numérique et on commence à générer de la data, on commence à essayer de la structurer. Le problème, c'est que nous, on a vu beaucoup de sociétés industrielles qui arrivaient et nous disaient « Oh, j'ai une mine d'or avec mes données, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» La réponse était rien. Parce qu'en fait, ils ont capté beaucoup de données, mais mal. Ils ne les ont pas bien structurées, ils ne les ont pas notées, ils n'ont pas historisées. Elles sont décentralisées, c'est-à-dire qu'on va en retrouver une sur un disque dur d'un PC à l'autre bout de l'atelier, et ensuite un petit peu d'autres données, mais qui pourraient être liées à l'autre bout de l'atelier, et rien n'est centralisé. Du coup,
le meilleur conseil, je pense, que je pourrais donner, donc hormis l'adhésion et trouver les vrais pain points, donc les vrais cas d'usage qui seraient intéressants, tout cela en ayant un vrai onboarding de toutes les personnes de la société, c'est le plus rapidement d'aller de montrer vos données à des personnes, des data engineers, des data scientists, qui pourront vous dire votre donnée là, je pense qu'on peut en faire quelque chose, ou alors arrêtez tout et recommencer à zéro, parce que là on va rien pouvoir en faire. Capter de la donnée pour en capter, hormis vous coûter de l'argent, ça servira à rien. Il faut capter de la donnée qui sera ensuite exploitable. Ça sera une vraie valeur ajoutée pour votre entreprise. Merci. Alors, je dirais qu'un des gros prétextes que moi je peux faire aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur de se faire accompagner. Voilà, parce qu'on n'est pas sachant forcément sur ces nouvelles technologies. On a beau avoir des équipes de R&D ou des personnes qui ont certaines compétences et certaines connaissances. Nous, quand on a démarré, je pense qu'on était vraiment novices et presque peut-être un peu candide aussi sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et on s'est tout de suite donné une vision en fait en se disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que va apporter cette technologie, pourquoi on va aller chercher cette technologie. Et pour ça, la première chose, le premier conseil moi que je donnerais, c'est faut pas hésiter à se faire accompagner, à se rapprocher d'entreprises qui ont déjà cet ADN de par construction, comme c'est le cas de Neovision, de bien échanger avec eux aussi pour comprendre, parce que c'est pas la peine non plus de se dire on va mettre de l'intelligence artificielle à tout va sans comprendre effectivement le contexte dans lequel on va l'utiliser, sans comprendre comment justement bien faire les choses, parce qu'effectivement on peut avoir des millions de données mais mal gérées, mal structurées, puis du coup finalement c'est du temps perdu. Donc faut pas hésiter à se faire accompagner. Et ça, je pense que c'est une des clés qui permet ensuite de construire sa roadmap pour arriver justement à décliner cette technologie sur des choses concrètes. Voilà. Donc la vision et l'accompagnement, je pense que c'est les deux mots que je retiendrai comme ça. Merci. Moi, je répondrai à cette question par une astuce. C'est pour tout projet de transformation, c'est d'obliger presque ces équipes à aller penser out of the box, c'est-à-dire aller à un salon. Si une entreprise a un projet d'utilisation liée à l'industrie, c'est de venir à cette conférence, mais de venir aussi avec l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent entendre par eux-mêmes les questions posées, les enjeux, les risques, les méthodologies, de telle sorte que chaque collaborateur puisse par lui-même intégrer, et pas simplement que ça soit une information purement descendante qui tombe du haut vers le bas. Un peu comme dans un sous-marin où seul le pacha a le droit de regarder dans le périscope. Et donc moi chez Bolloré, j'avais l'obligation pour tous les collaborateurs de passer une journée par an out of the box, chez des clients, chez des fournisseurs, chez des salons, sur la problématique qu'ils devaient traiter, et c'était à eux à trouver par eux-mêmes les idées, les solutions, les contacts pour s'approprier eux-mêmes le sujet. Et donc c'est ce qu'on fait nous aussi chez Full Speed Automation, sur tous ces sujets-là. On aime bien emmener nos clients pour voir un petit peu comment ça se passe, pour que par eux-mêmes ils comprennent, ils puissent poser des questions de telle sorte à ce que leurs collègues, leurs confrères puissent leur dire quel a été l'enjeu pour moi de l'utilisation de cette techno, qu'est-ce que ça m'a apporté, de telle sorte qu'ils puissent avoir un regard je dirais objectif d'industriel par rapport à des solutions technologiques, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui souhaitent poser des questions à nos intervenants ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Hugues Gontier, je suis un cofondateur de Full Speed. Je voulais juste rajouter une petite chose. J'aime beaucoup votre façon de parler de savoir-faire. Il se trouve que Bruno Bouygues, il a racheté une boîte à Laval qui, il y a 25 ou 30 ans, qui fabriquait des postes de soudure. Et il s'est rendu compte qu'en France, il y avait un métier qui disparaissait, qui était les bons soudeurs. On avait de moins en moins de bons soudeurs. Et il s'est dit, c'est peut-être le moment de mettre un peu d'intelligence dans les soudeurs. Aujourd'hui, c'est devenu un joyeux mondial. C'est une pépite de l'industrie française qui a des clients comme Tesla, BMW dans le monde entier. Donc on peut être très fiers de nos industriels. Et puis la deuxième chose, c'est que dans le mot intelligence, alors là il y a le mot Intel au sens américain du terme. En fait, on est dans une guerre économique absolue.
le machine learning et l'automatisation, c'est très poétique, mais en fait c'est une guerre absolue. La Chine a des projets gigantesques dans des domaines tels que les usines autonomes, parce que la Chine se rend compte que si elle n'est plus le centre manufacturier du monde, ça va être un peu plus compliqué. On a les moyens avec les usines intelligentes de ramener l'industrie près des consommateurs, en Europe et sur le continent américain. Mais au final, l'intelligence, c'est aussi l'intelligence de la guerre, et c'est une guerre qu'il va falloir qu'on gagne. Voilà, c'était mon petit commentaire. Guerrier. Merci pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, c'est la première la plus difficile. Non? Bon, on a été limpide. Donc bravo à vous. Un commentaire de Mathieu. Je voudrais juste ajouter quelque chose, que c'est pas forcément un dispositif qui est très connu, mais ça aide bien à se mettre le pied à l'étrier. C'est un dispositif BPI France qui s'appelle le DIAC Data IA. Et en fait, ça permet à toute entreprise de moins de 2500 personnes indépendantes de trouver un consultant. Donc il doit y en avoir des dizaines, même des centaines maintenant en France, mais qui sont validés par BPI France pour leur capacité technique, leur expertise, de pouvoir diagnostiquer les données qui sont en présence, faire en sorte qu'on arrive à regrouper plusieurs personnes autour de la table, des dirigeants, des experts métiers, et en faisant en fait ce diagnostic des données, on va pouvoir faire émerger des projets IA qui amènent du sens pour la société, et on va à la fin de ce diagnostic pour les dimensionner, dire voilà le budget qui pourrait être associé à ce projet, le timing nécessaire, le niveau de risque et le ROI attendu. Et du coup, c'est un dispositif qui, je pense, mérite d'être connu. Je suis complètement d'accord avec le fait qu'on rentre dans une guerre économique qui est là depuis bien longtemps, mais les dés sont un petit peu vont être rejetés, je pense, avec ces nouvelles technologies. À nous de ne pas louper le coche. On l'a loupé sur pas mal de nouveaux paradigmes, faisant en sorte qu'on ne loupe pas celui de l'IA, de la robotisation, de l'automatisation, et du coup de l'industrie 4.0. Merci Mathieu, merci à tous nos intervenants et merci à vous.